Ce n'est ni la quantité, ni le niveau de complexité des décisions et des tâches dont on est capable qui conditionne notre succès, mais avant tout la qualité et la pertinence de ces décisions. La réussite de ces grandes choses qui nous fascinent dépend considérablement de ces petites choses qui nous gonflent. Je suis un peu en froid avec les systèmes de publication scientifique traditionnels. Vous avez dû le remarquer, c'est pourquoi j'ai fait l'expérience de créer une chaîne YouTube histoire de me familiariser avec les nouveaux canaux de communication de travaux. J'ai d'abord pensé que Google se substituerait un jour à ces canaux en proposant une interface impartiale qui mettait directement et gratuitement en relation les gens qui produisaient et qui cherchent l'information. Mais finalement YouTube a décidé de favoriser les vidéos qui gardent les internautes le plus longtemps possible sur YouTube. Son intérêt ne s'arrête donc plus seulement à la satisfaction de celui qui fait la requête. Il faut aussi qu'il reste le plus longtemps possible, et les créateurs de vidéos sont mis sous pression pour remplir ces conditions comme des sous-traitants, sous peine de ne pas être visibles, donc non publiés en fait. L'ère de l'échange libre et impartial du savoir n'est pas encore arrivée. Il y a donc encore beaucoup de place pour les bonnes vieilles requêtes de recherche d'informations et de talents atypiques. Est-il vraiment évident de rechercher à créer des choses dans un monde où on possède tout en trop grande quantité ? À travailler dans un monde où il y a plus de travailleurs que de travail. Au bout d'un moment, ça rime à quoi tout ça? Est-ce vraiment significatif d'ajouter sa goutte d'eau à un océan qui déborde? Je voudrais faire la différence. Le secret contre la dépression, c'est d'adhérer à un projet, avoir un planning et ne jamais se dévaloriser. Les normes et les certitudes rendent les gens bêtes et intolérants. En réalité, chaque nouvelle information doit pouvoir remettre en question le modèle que l'on se fait du réel. Le dogme est un handicap mental. Il y a deux voies pour s'intégrer dans ce monde. Se lier d'amitié avec les bonnes personnes, adopter leur code ou correspondre à leur politique en se constituant un bon réseau et se laisser porter par le système. Développer ses compétences et entrer à quatre pattes dans un monde ultra compétitif. Même si je l'avais su avant, j'aurais choisi de développer mes compétences. Instinct animal. Il vaut mieux en réalité que ces deux voies restent compatibles entre elles, voire fusionnent. La guerre économique. Dans le pire des cas, on sait que dans le niveau le plus macro que tout vient de contraintes, peur, stress ou précarité subie par le haut de la hiérarchie, qui se passe d'étage en étage avec des méthodes différentes à chaque étage entraînant une sorte de cascade de mesquinerie et de comportements destructeurs et non pérennes. À la fin, plus personne ne se soucie de bien faire. Il n'y a plus que de la peur et de l'action contre cette peur. Le plaisir ne vient plus que du sentiment de supériorité dans un bourbier d'où rien de bon ne peut sortir. La privatisation des médias d'échange tels que les réseaux sociaux et la politique de censure qu'ils peuvent employer en fonction de leurs intérêts commerciaux, sans opposition, menace la démocratie. Si tout le monde est connecté et échange sur une plateforme, alors les mêmes principes de droit d'expression doivent s'y appliquer que dans la vie publique, sinon nous perdrons des centaines d'années de progrès sociétaux. Il y a des actions qui auront des résultats substantiels et durables, et d'autres qui ne donnent que des résultats à court terme sans véritable pertinence. En tant qu'entrepreneur, je remarque qu'il est beaucoup plus intéressant de me positionner sur des désirs vains, mais qui seront achetés rapidement, que sur le développement de solutions substantielles qui mettront trop de temps pour être adoptées pour que cela soit viable. Il y a des failles dans la logique de marché qui nous affaiblissent sur le plan stratégique. Le développement durable, ce n'est pas simplement de l'écologie. Je pense que le génie de la finance, c'est la stratégie à long terme. Les technocrates et scientifiques peinent à faire du business, et ce même avec des connaissances avancées en management et en stratégie, car par leur formation, ils ne possèdent que 1/3 des compétences requises pour ça. 1/3. Définir des objectifs en adéquation avec leurs désirs et besoins. 2/3. Rechercher plusieurs voies pour atteindre ces objectifs, les préévaluer, sélectionner la meilleure. 3/3. Démarrer le projet et le mener à bien, compétence du technocrate. Ingénieur, docteur, punk polyvalent, quel que soit votre niveau, de toute façon, de par notre formation initiale, nous n'avons développé qu'1/3 des compétences requises pour être libre et nous ne savons pas apprendre les 2 autres tiers. L'apprentissage théorique, les paradigmes et les modèles ne donnent pas ces compétences. Et si le talent, les compétences et la puissance n'avaient rien à voir avec le succès?
Quand on développe un produit, aussi bon soit-il, il faut qu'il soit connu, adopté par le marché. Or, le marché est déjà possédé par les grands qui interdisent l'accès aux petits, sauf sous licence. Les grands laissent les petits s'insérer, mais dans des situations dans lesquelles ils les exploitent, avec des marchés bifaces. Finalement, on n'a pas de chance de s'élever, quelle que soit l'énergie qu'on y met. La liberté et la méritocratie est une illusion. Je laisse tomber le jeu vidéo, les applis Android et les vidéos YouTube dans un but lucratif. Je ne pense pas que ça soit une activité intéressante. Cela ne m'empêchera pas de m'éclater tout seul dans mon coin avec des technos que personne ne connaîtra avant des années et dont je serai le seul à profiter avec mon cercle. Si vous avez des capacités, il faut trouver un moyen efficace de tirer parti de votre avantage comparatif. Il faut apprendre à tirer parti de ce que l'on sait et les autres non sur leurs propres besoins directs et indirects pour devenir durablement puissant sur un marché. Pour un entrepreneur, globalement, ce ne sont pas ses idées et son travail qui le portent, mais plutôt lui qui porte ses idées et son travail dans l'espoir de pouvoir les exploiter. Il me semble qu'une bonne approche dans un marché saturé comme le nôtre, une approche pour savoir où se lancer, c'est de faire le point sur les chiffres d'affaires des entreprises et sur la qualité des solutions qu'elles proposent, aux besoins auxquels elles répondent. Vous n'avez jamais eu le sentiment d'être maintenu en vie par votre propre bêtise et l'aveuglement vaniteux des gens qui vous dirigeaient. La capitalisation, c'est l'acquisition d'un avantage. Cet avantage peut être un savoir, un savoir-faire, un titre boursier, un process fonctionnel, une réputation, une position politique. Si les autres ne possèdent pas des avantages similaires, on peut en tirer un parti en faisant des échanges. C'est la valorisation commerciale du capital. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autres formes de valorisation de capital. Donc un entrepreneur doit acquérir, développer, un avantage que les autres n'ont pas pour créer de la valeur valorisable à coup sûr. J'ai bien dit un avantage. Ça peut sembler logique et évident, mais je n'y avais pas pensé. Pour un technocrate, c'est une approche qui permet de pas forcément avoir à comprendre le marché pour se lancer. C'est pragmatique, donc robuste en plus. Au pire, c'est réutilisable et ça reste un avantage. Quand un commercial ferme une porte, un hacker ouvre une fenêtre. Pour devenir un génie, il suffit de faire l'effort de chercher à comprendre les choses. Pour devenir un idiot, il suffit de se dire que la complexité du monde se résume à ce que l'on sait. J'ai l'impression que la société ou l'ordre mondial s'organise de façon à ce que le peuple renonce de plus en plus à son intelligence, à sa force et à son indépendance, en échange de satisfaction et de plaisirs plus accessibles et plus rapides. Cela se voit du principe consumériste qui met tout plus près, mais aussi sur les idéologies d'ouverture et de morale qui sont dénaturées pour les rendre plus innocents et sans défense, en échange de narcissisme et de simplicité. Aujourd'hui, pour avoir un poste à responsabilité, il faut faire partie d'un réseau d'influence. Il est plus judicieux pour une organisation de recruter une personne qui appartient à un réseau d'influence afin d'assurer son avenir en allongeant la portée de son bras. Peu importe la puissance écrasante des modèles actuels, il n'y a pas de bonne approche ou de modèle universel. Notre conception du monde et de la vie n'est qu'une représentation circonstancielle. Disposer des ressources dont on a besoin, au moment et à l'endroit où on en a besoin, je crois que ça résume tout en termes d'organisation. On n'a pas la main sur le passé, on ne peut que agir sur le futur. Ah là là, comment éviter d'essayer de construire son futur sans chercher à changer le sens de son passé? Donner aux hommes tout l'argent qu'ils désirent, donner leur accès à la nourriture dont ils rêvent, à la maison qu'ils trouvent parfaite, que chacun ait l'attention dont il ait besoin, qu'il se sente reconnu pour ce qu'il fait, que tous trouvent un sens à leur vie et que personne n'ait de raison d'en vouloir à une autre personne. Il restera des hommes qui auront envie de réaliser des choses, ce sont eux qui feront ce qu'il faut. Pas parce qu'ils disposent d'une particularité spécifique, mais parce que les circonstances les auront placés devant une bataille. Toute notre société est basée sur la frustration et l'envie, uniquement pour concentrer le pouvoir entre les mains d'une minorité qui se croit supérieure. Comprendre son environnement, c'est s'en détacher émotionnellement. C'est la première étape pour prendre le contrôle de son destin. Et si la schizophrénie était le résultat d'un écart trop important
et trop durable entre les besoins de la personne et la logique qu'elle s'imposait, probablement sous l'influence sociale ou liée à d'autres facteurs environnementaux ou des croyances toxiques. Tirer le savoir d'un expert, c'est comme presser un citron. Si on se contente de le poser sur le presse-citron, il ne se passe rien. Et si on presse trop fort sans faire attention, il peut y avoir un pépin. Pourquoi 95% des projets de création de start-up innovantes se cassent la gueule? Parce que les innovateurs sont focalisés sur leur création. C'est comme être dans le noir, avec une carabine et une seule cartouche. On a hâte d'utiliser le fusil, mais il faut attendre. Il faut d'abord connaître son environnement pour pouvoir viser. Quels sont les principaux acteurs qui peuvent influencer la situation? Les acteurs imposants qui font les règles, les acteurs situés qui occupent des fonctions intermédiaires clés. Qu'est-ce qui conditionne la survie et la croissance de ces acteurs? Ils vont chercher des astuces pour les assurer. Comment peuvent-ils s'y prendre? Quelles sont les solutions les plus faciles ou les plus évidentes pour les acteurs concernés, voire choix effectués par le passé? Quelles vont être les conséquences inhérentes, directes et indirectes? À partir de toutes ces réflexions, nous pouvons faire des choix d'investissement. La vérité est tellement dure à saisir, c'est comme si tout le monde mentait. C'est comme si tout le monde croyait tout savoir alors que personne n'a jamais la totalité du dessin. Du plus con et ou détesté des influenceurs au plus prestigieux des savants, c'est pareil. La désillusion suit l'acquisition de l'information. Je crois que la vitesse de circulation des informations réduit leur qualité. Il faut du temps pour tester un paradigme. Devenez riche et vous croulerez sous les taxes. Devenez une star et on vous jugera à chaque pas de travers. Faites une carrière et vous passerez à côté de votre vie. Investissez-vous dans un grand projet et on se débarrassera de vous une fois que vous aurez tout donné. Il ne faut pas courir après des chimères. Il faut connaître et analyser son environnement. Il faut être capable d'imaginer un large panel d'options et il faut en choisir une après les avoir rigoureusement comparées sur le plus de critères possibles. La segmentation du travail fausse le jugement de l'entrepreneur. Lorsque l'on va s'informer sur une discipline, on découvre un paradigme théorique optimisé autour duquel toute une industrie foisonne. Le besoin de l'entrepreneur n'est pas si souvent que ça coïncident avec ce que lui proposent les spécialistes. En fait, les disciplines sont construites pour favoriser l'industrie lourde pour laquelle l'optimal est le top stratégique, quel que soit le prix d'investissement et la complexité. Cela n'est pas adapté à une PME résiliente. De nouveaux paradigmes de génie-technologie doivent être construits. Pour être en situation de dignité robuste, il faut avoir des objectifs, désirs et besoins dont les nécessités qui conduisent à la réalisation sont connues multiples, variées et étendues dans le temps. En recherchant des choses transverses et génériques, comme moyen indirect d'arriver à ses fins, on est moins vulnérable et tendu qu'en attachant son plan d'action à des détails successifs. Une organisation dans laquelle les dirigeants humilient leurs subalternes et où les règles sont davantage un cadre de guerre entre les gens qu'un outil d'organisation, et où il est impossible de se valoriser par sa dévotion, peut pousser à l'anarchie les plus courageux. Quand une femme choisit de faire de longues études et une carrière, elle ne doit pas être stoppée ou jugée car c'est son droit en tant que personne. Quand on fait une campagne de propagande pour pousser les jeunes femmes à faire carrière en présentant ça comme la seule voie valorisable pour elles, on les prive parfois de leur fécondité en leur prenant leur jeunesse. La classe dirigeante tient sa position d'acquis et de son haut degré d'adaptation aux normes et aux dynamiques sociales de son environnement. Cela implique deux choses. Un puissant ne peut tirer ses pouvoirs que de l'environnement auquel il est adapté, et peut les perdre si cet environnement change ou disparaît remplacé par un autre. Le fait d'appartenir à une classe dirigeante est sûrement un signe d'adaptation sociale. Le statut n'est donc pas corrélé avec la puissance intrinsèque de l'individu, ni même sa valeur humaine. Les sociétés sont de très mauvais juges de la qualité humaine. Dans l'absolu, tout ce qui est vrai est normal. Face à une situation insupportable, il faut formuler des faits plutôt que des jugements. Seule la vérité est exploitable d'un point de vue stratégique. En mettant à jour sa perception de la manière dont les choses se passent, on prend une voie qui mène à des réactions plus pertinentes. On s'adapte. Attention à bien étaler les faits observés et à ne pas se focaliser sur ceux qui arrangent ou qui ont été sournoisement suggérés. Comparer un type d'organisation
un gouvernement, une idéologie, une religion à une autre, c'est choisir une liste de critères pertinents puis monter un tableau de comparaison. Si tu es prêt à te battre, à tuer ou à mourir sans avoir fait cette démarche, alors tu es victime d'un lavage de cerveau. École, médias, éducation religieuse, mode d'action forcé par un chantage systémique, par le biais indirect de ta famille, de tes amis, des gens à qui tu veux plaire. C'est pas les moyens qui manquent. Avec la disparition progressive des prestations sociales, les rapports de force vont devenir de plus en plus brutaux et archaïques. Ainsi, les gens en position de force commettront de plus en plus d'abus, ce qui sera néfaste pour les gens exploités comme pour les organisations. Soit les abus d'exploitation, il vous faudra toujours mesurer ce que vous gagnez et perdez, il faudra garder un œil sur le marché, soit des abus de dignité tels que des humiliations. Victime d'humiliation, n'adoptez pas un comportement qui vous fera payer à vous-même le prix de ces humiliations. Un chef humiliant, c'est quelqu'un qui ne mérite pas de loyauté et qui aura toujours du mal à recruter, pas quelqu'un avec qui il faut discuter. Il existe 3 types de dirigeants toxiques. Les mesquins, ils vont en plus de, ou pire à la place de, assurer leur fonction de coordinateur et de leader, exploiter leur position pour atteindre des objectifs personnels, mettre la pression pour obtenir une promotion, faire des tâches pour eux-mêmes, se la jouer, etc. Les pervers, ils sont juste sadiques et tirent parti du fait que leurs subordonnés ne puissent pas se défendre dans leur position. Les incompétents, ils prennent de mauvaises décisions et envoient tout le monde dans le mur. Ils peuvent être mauvais ou seulement victimes de l'aveuglement inéluctable associé aux fonctions qui font se sentir en position de force. Dans un monde d'opulence et de paix, le modèle de pensée féminin est supérieur au modèle de pensée masculin. Ainsi, les civilisations qui réussissent finissent forcément par se féminiser. Elles sont par la suite envahies et asservies par des civilisations plus viriles et le cycle recommence. La longévité de Rome vient sûrement de son service militaire, virilisation forcée de la population mâle par le service militaire obligatoire de 10 ans. Et si les gens très intelligents qui font avancer la science étaient des erreurs de la nature, inadaptés à survivre seuls, que les sociétés les plus avancées avaient réussi à domestiquer et exploiter en s'emparant des connaissances qu'ils ont développées et en les redistribuant sous des schémas simplifiés aux gens plus équilibrés. Après tout le monde aime s'emparer des découvertes scientifiques, mais personne n'aime les payer. A contrario, les gens narcissiques et manipulateurs qui savent se vendre sont particulièrement favorisés par les sociétés humaines. De tout temps, on a dirigé le peuple en l'abrutissant. La spécialisation et la radicalisation, c'est le contrôle. La précarité, le travail, les difficultés, les risques, le non-retour sur investissement, etc. Et pourtant je ne connais rien de plus jouissif que l'action, ce doux moment où on sort des clous pour faire quelque chose de complexe que personne ne pouvait prévoir, où on est à un endroit et où on est la seule personne à savoir pourquoi on est là, où on fait une chose qui semble incohérente à tous, mais qui n'est qu'une étape d'un plan plus vaste et bien cohérent. On est vraiment vivant quand on est le moteur de ses actions, une sensation qu'aucun luxe ne peut égaler. Je me demande si on n'a pas vachement promu le concept de surdoué ces dernières années pour masquer l'explosion des syndromes d'Asperger et d'autres troubles autistiques du même genre afin de ménager les industries des écrans et de ménager leur intégration potentiellement profitable dans les secteurs de l'informatique et des sciences, tout comme on a banalisé la transsexualité pour masquer les troubles identitaires engendrés par la propagande féministe. Ce qui fait la stratégie, c'est l'étude des tenants et aboutissants des objectifs, des moyens en vigueur et de leurs conditions et contraintes. De cette étude se dégagent des règles générales, des éléments clés sur lesquels il faudra garder l'œil à chaque nouvelle décision. Une idéologie, c'est une représentation simpliste du monde qui donne le sentiment de savoir ce qu'il faut faire, à laquelle on s'attache avec passion. La quête de la vérité et de la spiritualité n'est pas alimentée par des certitudes ou des dogmes, mais par des doutes. Les chercheurs sont intelligents et narcissiques du fait de leurs longues études et de leur système de management basé sur la compétition et la quête du prestige. Même une personne pure n'y échappera pas, c'est systémique. Le grand problème quand on est intelligent et narcissique,
c'est qu'on est à la fois capable de concevoir des idées extravagantes et capable de penser que tout ce qui sort de sa tête est vrai. Pour une meilleure collaboration entre les chercheurs et le monde industriel, il faut se débarrasser de l'esprit de compétition et du prestige et davantage promouvoir la réalisation technique et ses conséquences économiques. Cela passe par la mise en réseau de ces acteurs avec d'autres du secteur industriel et moins du secteur universitaire. Un projet de mobilité accrue ne fera qu'aggraver le problème en engageant encore davantage les chercheurs dans une voie de prestige, en les éloignant de leurs contacts et en empêchant les relations à long terme avec des partenaires industriels locaux. Il n'y a pas plus handicapant que de vivre dans sa bulle. Une bulle peut être institutionnelle et non géographique, et se croire parfait. Un prix, un trophée à un concours, c'est juste une réponse positive à une candidature sur un appel d'offres qui ne rapporte pas de pognon. La connerie gravite autour de la vérité. C'est pas un problème que tout le monde soit débile. Si on a la vérité, on y viendra de toute façon. Il ne faut pas être condescendant. En plus, une fois sur deux, on est bien le débile. On parie sur ce qu'on croit. Pour le reste, il s'agit juste d'être ingénieux. Il est essentiel de savoir différencier une hiérarchie de complaisance d'une hiérarchie d'organisation, si l'on veut garantir l'ordre et la vertu dans une organisation. Pour ne pas pourrir le système, il faut choisir des managers assez humbles pour ne pas se fourvoyer par fierté et assez nobles pour ne pas agir d'une façon qui nuit au système en faisant passer leurs intérêts personnels d'abord. Ce sont deux qualités très précieuses qui viennent d'une solide éducation et ou d'expériences passées difficiles qui lui ont poussé à prendre conscience de certaines choses difficilement accessibles d'ordinaire. Comme un échec personnel dû à un excès de confiance ou un échec de groupe grave dû à un trop grand individualisme des acteurs. Notre époque sociale, basée sur l'individualisme et le narcissisme, ne peut pas engendrer de bons leaders. Spéculer sur l'immobilier, c'est une astuce que la génération X a trouvée pour prendre maintenant l'argent que la génération Y gagnera dans 20 ans. J'ai créé une marque qui a bonne réputation, je possède quelque chose d'avantageux. Je maîtrise une norme, un procédé clé et compliqué à apprendre, je possède un avantage. J'occupe une place politique de pouvoir difficile à atteindre, je possède un avantage. J'ai des titres boursiers ou autres bien cotés et rentables, je possède un avantage. Réussir sa vie en société, c'est acquérir un avantage circonstanciel difficile à atteindre pour les autres. Il est intéressant de constater que cela se fait toujours au détriment de sa robustesse et de son indépendance. Ô combien la puissance de l'homme n'est plus intrinsèque. La technologie et les sociétés doivent évoluer ensemble. Dernièrement, la technologie s'est développée plus vite que la société. Trading en ligne, mondialisation ultra rapide, réseaux sociaux, ubérisation du travail par l'informatique. Nous devons maintenant adapter la société à une réglementation des marchés, des normes pour la vie privée, une humanisation des pratiques de communication et de l'usage du capital. Je crois au cross-funding, je crois aux économistes 2.0 et je crois en l'Europe. Soumettons-nous, entretuons-nous et nous deviendrons des esclaves. Je tiens à rappeler que les économies basées sur les privilèges et le travail forcé se sont soldés par des échecs. Les produits sont de plus en plus mauvais. Il faut accroître la marge. Les pubs et les applis mobiles sont conçus pour manipuler les gens en s'appuyant sur des études bien établies, quitte à ruiner la santé mentale des enfants. Les politiques se basent sur la peur et le mensonge. Alors je pose la question, sommes-nous une bande d'insectes qui s'entre-dévorent pour survivre ? Un bon outil, c'est un outil qui ramène une chose complexe à une chose simple. Cherchez à développer vos compétences, vous apprendrez peut-être à faire quelque chose et vous vous ferez exploiter. Développez davantage vos compétences et vous pourrez réaliser des tâches plus complexes et peut-être plus lucratives. Cela vous donnera accès à plus de fierté et de prestige, mais vous serez toujours exploité. Développez davantage votre sens critique, votre liberté de penser et vous deviendrez un entrepreneur. Vous serez peut-être moins exploité, peut-être. Cherchez à aller plus loin que votre réflexion et vous réaliserez qu'il est futile de se battre dans une compétition stérile, qu'il n'y a pas vraiment de sens à vouloir faire ce que 10 autres personnes sont prêtes à faire. Vous vous recentrerez sur l'essentiel et redistribuerez au mieux votre énergie autour de cet essentiel. Le bon sens du simplet n'est pas toujours son allié.
face à une entité manipulatrice. Les rêves sont là pour nous inspirer, pas pour nous prendre notre vie. L'art peut être un vecteur de décadence abominable. La bonne cuisine fait grossir ou donne le cancer. Le cinéma véhicule une fausse image de la vie qui pousse à trouver la vie fade et à passer à côté de l'essentiel. Les jeux vidéo ont le même effet. Le romantisme tue et pousse à l'erreur. La musique pousse à la consommation de drogue, à l'euphorie. La peinture rend aussi le monde fade. La danse détruit le corps et aveugle les hommes sur la valeur des femmes, tout comme la mode. Les beaux objets poussent au fétichisme et à l'avarice. Les monuments d'architecture isolent les gens ou les rendent snobs et anormalement narcissiques. L'art de l'écriture détruit la pertinence de la philosophie. Le paysagisme pousse à faire pousser des plantes inutiles sur des terres précieuses. Allez, je sais que c'est dur à entendre ou à accepter, et je ne l'accepte toujours pas, mais quand j'écoute mon cerveau, quand je regarde derrière moi et autour de moi, je n'arrive pas à échapper à l'idée que ces choses que nous adorons nous détruisent. Quelles sont notre décadence? Quelles sont une faille dans notre esprit, une faille impertinente qui nous fourvoie et nous mène nulle part ou pire? Je n'arrive pas à l'accepter, mais je pense que je le dois. Une vie sans art est-elle seulement possible aujourd'hui? J'avais développé des jeux de réalité virtuelle en VR en m'appuyant sur du WebVR et Ephraim et ça a marché super bien sur mon Oculus Go. Aujourd'hui, on ne peut plus les ouvrir en 3D dans le casque après une mise à jour. En même temps, cela rendait le développement tellement facile que ça aurait pu faire de l'ombre aux applis du store. Il n'y a rien à faire, la liberté et les bonnes choses ne peuvent être conservées que par ceux qui maîtrisent ces technologies dans leur ensemble. Quoi qu'on fasse, les bienfaits et la liberté et de la force ne peuvent être conservés durablement que par ceux qui sont forts. Est-ce que c'est possible qu'une revue scientifique prestigieuse publie une publication frauduleuse pour décrédibiliser un personnage gênant? Est-ce que c'est possible que des groupes fortunés fassent produire une étude bidon pour servir ses intérêts? Mais oui, carrément. Pour avoir bossé dans la recherche et m'être tapé le manuel de la guerre économique de l'armée, je peux vous dire que cela arrive tous les jours et depuis un moment déjà. On appelle ça le soft power. Vous voulez la vérité, cherchez les purs et cherchez vous-même. Parce que la société est basée sur un système de carottes, argent, prestige, privilèges, qui ne peut pas générer des gens purs, et donc qui ont toujours d'autres objectifs que de chercher la vérité et de vous la donner. Le clochard en bas de chez vous a peut-être de grandes compétences, peut-être aussi qu'il n'a pas couru après la carotte. De façon générale, les articles scientifiques sont un ramassis de conneries écrites pour gagner des points de prestige. Il faut chercher le geek qui a écrit une Bible si on veut la qualité. Pauvre société décadente qui nous replonge dans l'obscurantisme et la superstition. Peut-on vraiment continuer à discuter dans un monde sous surveillance? Faut-il partager ces technologies et ces découvertes scientifiques avec les institutions totalitaires et des sociétés cupides et inhumaines? En tant que scientifique, j'ai toujours été convaincu que le savoir devait être partagé. Aujourd'hui, je ne suis plus très sûr que cela serait une bonne chose pour l'humanité. Peut-être que les scientifiques devraient arrêter de partager leurs découvertes et les technocrates de dire toujours oui pour de l'argent. Peut-être qu'ils devraient garder une part de surprise pour eux-mêmes, histoire de garder en main leur destin quand il n'y aura plus d'espoir. Ceci étant dit, je ne sais pas si je republierai une idée sur Internet. Imaginez un monde où la mortalité infantile est très élevée, un monde où vos voisins veulent vous tuer, où la nourriture est rare et où les erreurs coûtent cher. Un monde dans lequel les informations sont dures à trouver et dans lequel les problèmes arrivent tout seuls quand on ne fait rien. Ce monde, c'est notre passé. Imaginez-vous comme un grand dirigeant durant cette période. On vous obéit, on croit en vous. Oula, quelle fierté, quelle classe! Et pourtant, est-ce bien le sentiment principal que vous éprouveriez dans cette situation? Vous ne savez pas ce qu'il faut faire car vous n'avez pas accès aux informations essentielles. Vos erreurs font mourir les gens. La nuit, quand vous dormez, vous voyez dans vos rêves ces zones d'ombre sur la carte et des monstres effrayants en sortir pour vous détruire. La situation s'aggrave et les choses vont de pire en pire autour de vous. Vous vous posez en boucle cette question. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Autour de vous, vous cherchez des réponses, vous demandez à des gens des conseils. Certains vous disent de faire X et d'autres de faire Y. Vous écoutez X et c'est la catastrophe. Vous écoutez Y et c'est la catastrophe.
Vous paniquez, vous dites aux gens qui vous entourent que vous n'êtes pas compétent pour cette tâche. Vous dites qu'il faut que quelqu'un d'autre prenne votre place, mais les seules personnes qui se portent volontaires autour de vous sont soit des connards arrivistes, soit des fous qui croient tout savoir. Mais cet état d'horreur ne dure pas. Vous finissez par prendre de bonnes décisions et améliorer la situation. Vous prenez confiance en vous et en vos choix, jusqu'au jour où, sûr de vous, vous commettez une erreur grotesque. Votre confiance en vous s'effondre, alors vous commencez à vous remettre en question et à chercher les causes de votre erreur pour éviter qu'elle ne se reproduise. Les critiques et les jugements pleuvent sur vous. Chaque pic vous terrasse pendant cette période de remise en question. Vous comprenez rapidement que ces critiques ne sont pas constructives et que leurs objectifs est seulement de vous détruire par vengeance ou jalousie de vos rivaux. Alors vous paniquez. Non, vous n'avez pas commis d'erreur, cela faisait juste partie d'un plan, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, etc. Bref, vous l'avez compris, ce n'est pas une sinécure d'être le chef quand c'est la merde. Dans ces circonstances, le dirigeant cherche les bons conseils et il se demande sans cesse ce qu'il faut faire. Il donnerait bien sa place à un autre s'il le pouvait, et il vit tout le temps dans la peur. Maintenant, imaginez un monde où on a de quoi manger, où la guerre a été abolie. La seule chose dont les gens manquent vraiment, c'est l'attention, de défis et de fierté. Ça, c'est notre présent. Là, évidemment, tout le monde veut être le chef. En fin de compte, être le chef et imposer sa volonté est un bon moyen pour être au centre de l'attention. Et se dire qu'on sait tout mieux que tout le monde. Se sentir supérieur et donner du poids à ses lubies pour rendre son existence plus intéressante. Le chef n'a plus qu'une idée en tête, rester le chef, se faire aimer et respecter, se faire craindre et obéir, trouver de nouveaux moyens de se glorifier lui-même ou de se faire glorifier. Est-ce qu'il a tort? Est-ce qu'il a raison? Cela a peu d'importance, les conséquences ne sont pas assez rapides et directes pour que cela compte. Au fond, tout le monde autour de lui le regarde, soit en rêvant de devenir le chef à sa place, soit en tentant de rendre sa vie plus intéressante en lui obéissant. Finalement, les gens malins, narcissiques ou qui s'ennuient le plus vont s'accumuler dans les fonctions de direction. Ils vont donner des passe-droits à leurs amis, à leur famille et aux gens qui leur font le mieux la cour. Le bon sens disparaît peu à peu car plus personne ne s'y intéresse. Les acquis du passé finissent par s'émousser et tout le monde se retrouve dans la merde. Dans une société dirigée par une bande d'idiots égocentriques et complaisants, c'est la décadence. À ce moment, soit les dirigeants mûrissent brutalement, soit ceux qui obéissent renversent la direction pour la changer vers la catégorie précédente de dirigeants. Soit la société s'effondre ou est conquise par une autre société plus forte et plus vertueuse. Puis tout recommence. Et si, en fait, les injustices et l'absurdité sociale de notre société n'étaient pas la conséquence de trop de libéralisme mais de pas assez? Je veux dire, si la propriété n'était pas aussi protégée, on n'aurait pas de très riches et de très pauvres. Si la vengeance n'était pas rendue impossible par le système judiciaire, on n'aurait pas une bande de psychopathes parasites privilégiés pour persécuter et exploiter les gens. Finalement, tout le monde aurait intérêt à bien se comporter et à rester lucide sur sa situation et celle des autres. Peut-être qu'en voulant bien faire et protéger, on finit par dérégler la sélection naturelle et créer de nouvelles injustices et aberrations ailleurs. Finalement, quelle que soit la façon dont on change le fonctionnement des choses, il y en a toujours pour s'appuyer sur les règles pour tout pourrir. L'homme n'est pas intrinsèquement bon ou mauvais, ce sont les circonstances qui dictent son attitude. Bien sûr, c'est un peu limité, mais cette idée donne une base de réflexion intéressante. Qu'une personne agisse de façon bonne ou mauvaise, on ne peut pas déduire qu'elle est bonne ou mauvaise. Par exemple, dans un monde dominé par les règles morales, les gens auront intérêt à suivre ces règles et à le montrer tout en dénigrant ceux qui ne les suivent pas. Ainsi, ils pourront intégrer des positions de pouvoir et de richesse au cœur du système et leurs rivaux et ennemis seront mis à l'écart. Dans un monde riche en ressources dans lequel on n'a plus besoin de personne, tout le monde dit chercher à démontrer son utilité et sa valeur au sein de la société afin de ne pas risquer d'être écarté dans le partage des ressources. Dans un monde en proie à l'incertitude, où les meneurs éclairés sont valorisés en ressources et pouvoir, tout le monde a intérêt à passer pour intelligent, etc. Bref, chercher à progresser, à devenir quelqu'un de bien n'est vraiment pas une activité évidente. Peut-être même qu'elle est stérile. En fin de compte, si les circonstances ne sont pas propices à l'amour entre les hommes, intérêt partagé, il ne peut y avoir de paix réelle.
Il y a 3 types de compétences. Les compétences statiques, savoir technique, les compétences d'action, se battre d'une certaine façon marche mieux que d'une autre, la connaissance du terrain.